Là, pendant 3 heures, je suis rien. Je suis tellement rien que je vais faire des choses les choses les plus dégradantes possibles. Je suis tellement rien que ben, cette femme-là, ce sera ma déesse et que je ferai tout pour elle. Hello à tous, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtasy qui donne envie de ken. Alors Femtasy, c'est la première plateforme d'audio érotique pour les femmes. Sur Femtasy, on a tous les fantasmes du plus vanille au plus hardcore. Donc vous vous en doutez, ce podcast va envoyer du lourd. À chaque épisode, nous recevons une invitée pour parler sexe. Et parce que nos invités sont beaucoup trop cool, elles vous ont sélectionné leur audio préféré que vous pouvez découvrir en vous inscrivant à notre newsletter. Et non seulement vous aurez accès à leurs recommandations, mais vous pourrez également explorer gratuitement plus de 300 audios. Bref, c'est trop bien, allez dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, on va prendre notre pied et presque se le prendre au sens littéral. On va parler d'un ensemble de pratiques qui a fait couler beaucoup d'encre, un peu de sueur aussi, et considéré par certaines comme une mode, par d'autres comme une philosophie de vie, ou encore comme une forme de dépassement de soi qui va au-delà du plaisir, au-delà du sexe. On va parler de BDSM, bondage, domination, soumission, sadisme, masochisme, ou plus concrètement, de latex, de douleur, de cordes, d'adoration, de bâillons, de fessées, de confiance et d'aftercare. Bon, c'est devenu une sorte d'incontournable de nos nuits, pour le meilleur, parfois pour le pire. Ça te parle, toi, Camille, le BDSM ? Eh bien, pour rien te cacher, Lisa, j'ai déjà quelques harnais dans mon placard, mais je t'en dirai plus tout à l'heure. Super. Alors ouais, aujourd'hui, on va se régaler à se faire mal avec une invitée pas comme les autres. Nous recevons maîtresse Isadora, dominatrice professionnelle dans le milieu BDSM depuis 10 ans. Elle est une figure incontournable de la domination française. Donc, nous avons la grande chance de pouvoir discuter avec elle. Nous allons parler des réalités du BDSM parce qu'avoir un rendez-vous avec elle, c'est le Saint Graal pour un bon nombre de ses clients. Voilà, elle va nous partager son expertise et vous pouvez d'ailleurs trouver tout son travail sur son compte Insta. On vous en parle un peu plus à la fin de cet épisode. Allez, on se lance, c'est parti. Je suis débauchée. Tu es débauchée. Nous sommes des débauchés. Ceci est Débauche. Bonjour maîtresse Isadora, nous sommes ravis de vous avoir à notre micro et on a l'impression que vous avez déjà une bonne anecdote à nous raconter. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Alors, mon anecdote, c'est une anecdote où je me suis sentie super puissante. J'étais dans le métro, j'étais en mode totalement casual, vanille, et 2 personnes sont venues pour m'agresser et me voler mon portable. Et donc, ils ont réussi à me prendre mon portable, ils l'avaient dans la main, sauf que je me suis jetée sur eux, je les ai giflés, je les ai frappés. J'ai réussi à reprendre mon portable. Et ensuite, ils ont voulu me frapper, en fait. Et il se trouve que j'avais mon fouet sur moi. J'ai eu peur du début. Parce que je venais de faire une démonstration dans un club. Et donc, j'ai dégainé mon fouet et je leur ai dit, celui qui s'approche, je le fends en 2. Et les 2 mecs ont frisé, quoi, totalement. Et ils ont fini par se barrer. Et là, je me suis dit, putain, ouais, en fait, j'ai récupéré mon portable. J'ai fait fuir 2 mecs. Et tout le monde autour, évidemment, personne ne m'a aidé. Hein, le quai était rempli. Et voilà, j'étais tremblante, mais quand même plutôt fière de moi. La puissance, quoi. T'as déjà eu un fouet dans ton sac ? Alors, je t'avoue, ça m'est jamais arrivé dans ce genre de situation. Waouh, hyper impressionnant. Quelle puissance, quel pouvoir, quoi. Ouais, ça a bien fait rire les policiers aussi quand je suis venue... Quand je suis allée porter plainte, voilà. Ils ont posé la question, pourquoi vous aviez un fouet dans votre sac, madame ? Ouais, bon, j'ai un petit peu noyé le poisson. Mais ouais. En tout cas, ils m'ont dit que c'était la première fois qu'ils entendaient une histoire comme ça. C'est quelque version... Ouais, et en fait, ils étaient plutôt hallucinés que... Parce qu'ils m'ont dit, mais normalement, on a plein de plaintes comme ça, mais les portables sont volés et puis c'est fin de l'histoire, quoi. En fait, c'est super. Je pense que les 2 s'attendaient pas du tout à ce que vous ripostiez. Et ça, je pense que c'est un truc important à retenir. C'est que finalement, je suis pas très grande, etc. Mais je pense que les hommes s'attendent tellement à ce qu'on jette l'éponge parce qu'on est des femmes
Finalement, si on essaye de lutter, si on riposte, ils s'y attendent pas et ils sont complètement décontenancés, quoi. Donc peut-être un petit tips à retenir, pas hésiter à y aller, quoi. Avoir un petit fouet dans son sac. Déjà très jeune, j'étais fascinée par le milieu du sexe. J'étais fascinée par les femmes fortes. Moi qui étais très timide, etc. En fait, j'avais envie d'avoir cette aura qu'ont ces femmes de pouvoir. Et voilà, en fait, en grandissant, c'est venu assez naturellement. Je suis très vite allée dans les milieux interlopes parisiens. C'est quoi ça, les milieux interlopes? Alors, les milieux un petit peu liés au sexe, les milieux D'accord. liés à la Sexe nuit. positif, quoi. Oui, oui. Ok. Et ça prenait la forme de club ou de... Ouais, alors déjà, j'étais performeuse burlesque au début. D'accord. Et en fait, toutes mes perfs burlesques, j'étais toujours en vinyle ou en latex en train de dominer des hommes. Donc, je me suis dit, bon, il y a un truc... ouais, L'animal devait sortir. ouais, c'est ça. Il faut que je tente quelque chose d'autre. Et après, je suis très vite allée en club. J'ai eu des soumis. Ça a fait partie de ma vie, en fait. Et à un moment, j'ai eu envie que ça prenne un autre tournant dans ma vie. J'ai envie que ça prenne une part plus importante de ma vie. Et donc, j'ai décidé de me professionnaliser. Donc, j'ai dû beaucoup travailler. C'est un taf énorme, surtout qu'il n'y a pas de formation officielle pour devenir dominatrice. Donc, ça m'a pris plusieurs années. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai atteint mon rêve en quelque sorte et je suis très contente. J'ai toujours eu un imaginaire très léché, quelque chose de très fétiche, très codifié aussi, très artistique. En fait, j'adore le BDSM, le beau BDSM, le BDSM qui n'est pas toujours réservé à tout le monde. C'est vrai, le BDSM parfois inaccessible parce que cher. J'aime bien les très beaux endroits, les très belles tenues, les très belles matières. Voilà, donc c'est ça qui me plaît, moi, dans le BDSM, et c'était l'image que je m'en figurais, en fait. C'est intéressant parce qu'en fait, vous parlez presque d'une esthétique plus qu'en fait des pratiques en tant que telles. C'est un côté glamour, en fait, presque du BDSM. Alors, je sais pas si je dirais glamour, mais je dirais artistique, en tout D'accord. cas. Oui, complètement. Et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Les deux sont extrêmement liés. Pour moi, tout l'imaginaire compte beaucoup dans mes pratiques. C'est une pratique qui est extrêmement cérébrale, de toute façon. On a toujours l'impression que c'est une histoire de souffrance, mais c'est faux. Enfin, ce n'est pas C'est que réducteur. ça. Voilà, Mhm. exactement. Et comment ça se passe du coup après? Vous êtes devenue un peu dominante, donc il y a aussi ce mot. Comment ça se passe après au niveau justement de son cercle? Je crois qu'il y a aussi du coup des soumis que vous pouvez. Comment ça s'est passé après pour vous? Quand je suis devenue Domina Pro ou... Même comment vous êtes devenue passée de domina? Moi, je sais pas les différentes étapes peut-être. Mhm. Alors, au début, j'avais un seul soumis qui m'a appris beaucoup de choses d'ailleurs, qui était expérimenté et qui m'a un peu mise sur la voie. Et ensuite, j'ai eu plusieurs partenaires de jeu, donc des soumis, des soumises. Et puis après, oui, quand on commence à avoir un peu plus d'expérience, on est très demandé. Et donc, du coup, là, on va dire qu'il y a des castes qui se créent. C'est-à-dire qu'on décide de prendre des soumis en appartenance, qui sont des soumis très importants, qui sont proches de nous, avec qui on est, avec qui on est proche, de qui on s'occupe davantage. Donc ça, c'est la différence entre donc t'as un soumis d'appartenance et un soumis tout court, c'est ça? Et soumis d'appartenance, est-ce qu'il y a une forme d'exclusivité? Alors, pour eux, oui, pas pour moi, D'accord. pas de mon côté. Ah bah, bien sûr. Alors, eux, évidemment, me doivent l'exclusivité. D'accord. Ils sont sous collier, donc c'est moi qui leur offre un collier. Et ce collier, il est très symbolique, c'est un peu comme une forme de mariage, BDSM, où ils me doivent l'exclusivité, ils doivent se dépasser pour moi aussi, voilà. Et moi, de mon côté, je leur dois protection, attention, care aussi. Je dois les faire progresser. Enfin, j'ai aussi les devoirs, c'est pas tout l'un ou C'est tout l'autre. passionnant ça. Et donc c'est quoi, je vole l'attention, mais c'est quoi ce contrat en fait entre domina et soumis? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce que c'est que vraiment cette posture de domina, ces responsabilités? Quelle expérience vous faites vivre à vos soumis? Alors, le mot maîtresse, il est très symbolique et il est très juste parce que la maîtresse, c'est celle qui maîtrise et c'est aussi celle qui apprend.
C'est en quelque sorte une guide dans le milieu BDSM. Et c'est celle qui va guider son soumis à travers ses propres fantasmes, donc ses fantasmes à lui, et également qui va aussi le modeler pour répondre à ses propres fantasmes à elle. Donc voilà, il y a toujours un aller-retour, c'est toujours un échange en fait. Moi, quand on pratique le BDSM, c'est un échange avant tout. C'est pas que la maîtresse ou que le soumis. On est partenaires en fait. Et de manière un peu pratique, comment on peut devenir votre soumis? Combien de soumis aussi vous avez? Comment ça se passe de manière un peu pragmatique? Alors, mes soumis en appartenance, j'en ai très peu parce que c'est un petit peu comme tomber amoureux de quelqu'un. Ça arrive assez rarement. Enfin, il faut qu'il y ait un vrai coup de cœur. Donc j'en ai 3. Un peu. Les 10 qui sont en liste d'attente. Qu'est-ce qui va arriver? J'ai 2 hommes et une femme. Ensuite, ça demande beaucoup de temps. Je dois leur accorder du temps, forcément. Et après, des soumis non en appartenance. Alors, ça, oui, j'en ai un certain nombre. Je sais pas combien. Donc déjà, je peux commencer pour les soumis en appartenance. Les soumis en appartenance, c'est, on va dire, un coup de cœur mutuel. Il faut que je sente que la personne est prête à tout pour moi. Et moi, il faut que je sente que cette personne n'est pas comme les autres, a quelque chose en plus. Que ce soit quelqu'un pour qui j'ai aussi envie de donner beaucoup. Ce truc, en plus, ça peut être quelqu'un qui a un kink particulier, ou est-ce que ça serait plus quelqu'un qui va plus loin, en fait, qui va aller plus dans les extrêmes, ou qui est prêt à aller dans des sensations plus fortes? Alors, je trouve que personnellement, c'est pas une question de kink, c'est une question d'harmonie, de feeling pendant les jeux. D'accord. Et à quoi, par exemple, même si c'est minime, à quoi on peut la ressentir? C'est une énergie, c'est parce qu'il y a très peu de peau à peau, je crois, donc c'est vraiment dans le regard. Comment ça se... C'est le fait qu'on parte tous les deux, finalement. Qu'on soit tous les deux en subspace pour lui ou elle et en dom space pour moi. Ah, ça, c'est fascinant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ce subspace, dom space, c'est quelque chose de très mental, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un état un petit peu comme si on était en extase, un peu sous drogue, sans avoir pris de la drogue. Comme si on avait... si on était en posture orgasmique tout du long, en fait. C'est très... Avec les noms sont puissants. C'est très grisant, ouais. C'est très puissant et c'est très grisant. Et c'est assez rare, forcément. Et forcément, quand on a ça avec un partenaire, c'est assez unique. Et du coup, ça remet sur un pied d'égalité parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a cette dominance et cette soumission. Et là, j'ai l'impression que quand vous nous dites ça, il y a une sorte de partage qui unit et qui amène à une sorte d'équivalence, en fait, dans le voyage. Ouais, bien que la dom space et la subspace, je trouve que c'est pas du tout la même chose. D'accord. C'est pas du tout les mêmes sensations. Donc moi, dans ma dom space, je vais toujours être très très en contrôle parce que si je ne le suis pas, ça peut tout peut échouer en fait. Alors que la subspace, au contraire, c'est un relâchement total. Par exemple, ma soumise, quand elle est en subspace, elle peut à peine me répondre. Elle sait plus où elle est, elle sait plus quel jour on est. Voilà quoi, c'est... Moi, j'ai entendu parler du sub-drop, qui est du coup après coup, lorsqu'on doit revenir à la réalité et qu'on perd en fait cette connexion tellement intense avec du coup sa partenaire. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez fait l'expérience? Qu'est-ce que vous faites pour réussir à pallier à cette espèce de drop émotionnel? Oui, c'est très courant. C'est très courant, surtout après des moments forts. Et ça se traduit par... souvent, ils ont très froid. Parfois, il y a des pleurs aussi. Donc, c'est très important qu'il y ait un aftercare. Donc, en général, là, je fais du peau contre peau. Je baisse la musique, il y a du silence. Pour se mettre dans l'ambiance, c'est quoi la musique? C'est quoi l'ambiance en général? Alors, après, chaque domina fait comme elle veut, mais moi, j'adore le blues. Oh, j'aime bien voir le pas du tout à ça. Ouais, j'adore mais le blues hyper lent, en fait. Hyper lent, hyper sexy, un petit peu à l'ancienne.
J'adore la musique classique aussi, le Requiem de Mozart, par exemple, ça doit être super. ou l'opéra. Ah ouais, j'adore. Bon, voilà. Ça doit- dramatique, quoi. Mais par contre, on a parlé du coup un peu de l'après. Mais moi, je serais curieuse de savoir le déroulé. Enfin, comment vous rentrez dans une séance, comment ça se passe, comment le client, le soumis arrive, du coup, comment c'est un peu le process. Alors, le process, c'est vrai que moi, j'ai du mal. Je respecte tout à fait ça, mais je comprends pas mes collègues qui arrivent à commencer d'emblée, c'est-à-dire que le client passe la porte et parti. bim, c'est parti. Au fouet. Ouais, voilà. Moi, j'ai besoin d'instaurer un petit sas quand même de décompression où je les accueille dans mon salon autour d'un verre. On discute, on fait connaissance. Déjà, je trouve que c'est important de faire connaissance, de créer un petit lien, éventuellement de plaisanter, d'échanger des choses, de commencer à rentrer dans une certaine intimité. Ok, donc construire de la complicité. Oui. Waouh. Ok, mais ça casse pas un peu le mythe de. Bah non, Ouais, pas je du tout. En fait, on n'est pas potes, ils continuent à me vous voyer. Il y a toujours cette distance. Mais il y a de l'intimité. Il faut qu'il y ait de l'intimité, sinon c'est juste froid et sinon c'est juste un ensemble de pratiques récitées. Ça n'a pas de sens. Et du coup, pendant ce moment, vous êtes déjà un peu préparé ou vraiment c'est. Ah oui, je suis. Ouais, d'accord, ok. Bah non, parce que et après, du coup, vous mettez d'accord aussi sur ce qui va se passer, peut-être sur. Oui, alors je répète toujours les tabous. Alors, c'est non, mais enfin, j'ai toujours un appel téléphonique en amont où évidemment on discute, où il me fait la liste de ses limites, etc. C'est très important. Et je les répète juste avant parce qu'en attendant, ça peut changer. Enfin, je veux dire, les tabous évoluent même entre le moment de l'appel et puis le moment de la séance. Donc, c'est vraiment important qu'on soit en phase juste avant la séance. C'est quoi les tabous? C'est ce qui n'est pas prêt à subir, ce qui n'est pas prêt à faire. Ok, donc les limites, quoi. Okay. Les limites, c'est ça. D'accord. Je me demande quelle forme ça peut prendre, en fait. Est-ce que c'est souvent des positions, En général, ils me disent tous pas de choses extrêmes, pas de pratique avec du sang. D'accord. Pas de scato, que je ne pratique pas de toute façon. Je me dis, est-ce que c'est le truc que spontanément tu dis, bon... Ouais. Moi, non, c'est pas une pratique que je fais de toute façon. Ouais. Oh, passionnant. Et après la petite interlude du coup salon, j'imagine que ça passe un peu à l'étape 2 ou l'étape un peu. Voilà, c'est moi qui dirige un petit peu le moment où en fait je les fais glisser doucement dans l'ambiance aussi. Et après, je leur demande d'aller se préparer. Donc, ils ont des règles très précises. Ils doivent prendre une douche avant la séance. Souvent, je leur fais mettre une cage de chasteté. Avant chaque séance? Oui. D'accord, donc ok. c'est une culotte. C'est un speedo. Comment vous nous décrivez? C'est pas une culotte, c'est une petite cage pour mettre le petit... pour zizi. D'accord, une petite caginette. D'accord. Voilà, c'est ça, avec un cadenas. Et qui empêche du coup. Qui empêche de bander. Donc vous avez la clé. Enfin, c'est-à-dire que du coup, l'érection peut se passer, mais que du coup, ça tape contre la grille et que ça fait mal. C'est ça, exactement. Ouais. Tu connaissais pas les cages de chasteté? Moi, je te pensais plus. Ouais, moi aussi, franchement, j'ai un peu le seum. J'ai envie de couper ça à la production. Et ça commence toujours par une cage. Alors, non, pas toujours, mais ça fait partie d'un de mes rituels. Ça dépend après quel genre de pratique on fait. Par exemple, s'il veut de la torture du sexe, je ne vais pas lui mettre de cage parce qu'il faut que j'ai accès à son sexe pour pouvoir le torturer. Donc, tout dépend. D'accord. Mais en tout cas, je leur demande de se préparer, d'éventuellement de faire un lavement si on pratique l'anal, de prendre une douche et de m'attendre nue, à genoux, les mains dans le dos, dans mon salon, et je viens les chercher. Ah, je suis plongée dans mon Avec la musique, avec le requiem de Mozart en fond. Puis je trouve qu'il y a une ritualisation et on en revient à l'esthétisme qui amène vraiment une ambiance, un mood qui n'est pas simplement l'image qu'on se fait un peu violente aussi. De par un moment, on arrive et c'est tac, à quatre pattes. Enfin, même nous, dans notre tête, tu vois, le BDSM, c'est toujours assez stigmatisé. Et je trouve que la manière dont vous en parlez c'est presque une danse, quoi. Enfin, moi, je l'aperçois comme une danse à deux, où l'un et l'autre est au courant du pas d'après. Mais bon, une danse un peu... Alors non, l'autre n'est pas au courant du pas d'après. C'est ça qui est intéressant. Ok. En fait, l'autre ne sait pas ce que je vais faire.
Donc, c'est-à-dire que je refuse toujours les listes de courses de je veux une séance avec ça, 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 ça. Évidemment, j'apprends à connaître la personne, ses fantasmes, ses envies. Mais après, c'est moi qui compose la séance. Et venir me voir, c'est aussi accepter de lâcher prise et de ne pas savoir exactement ce qui va se passer. Ah bah ouais, je vois totalement. Et est-ce que je crois que j'avais entendu, mais je ne sais pas si je me trompe, que pour pouvoir prétendre à être soumis, il fallait aussi vous écrire une lettre que vous acceptiez pour devenir ou pas, ou accepter ou pas d'être votre soumis. Est-ce que je me trompe? Soumis en appartenance Ouais. ou pas en Ça, appartenance? je sais plus Alors, mon soumis en appartenance, non, pas vraiment. Il faut. Après ça, comme je l'ai dit, c'est plus une question de feeling. Et puis, c'est vrai que tous mes soumis en appartenance m'ont démontré pendant de longs mois, voire de longues années, qu'ils étaient là à 200% pour moi. Et pour mes soumis qui ne sont pas en appartenance, il faut être capable de me contacter par mail en écrivant correctement. Je déteste les fautes d'orthographe. En s'exprimant bien, et puis en ayant lu les conditions de mon site, en fait. Voilà, ça paraît simple, mais il y en a très, très peu déjà qui remplissent cette condition. Et d'autant plus parce que je pense qu'on a aussi eu le 50 nuances de Grey, qui est quand même très en décalé, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la réalité. Il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Je ne pensais pas qu'on allait le dire dans ce podcast, mais on est quand même très loin de la réalité d'une vraie séance et de ce qui se passe avec vous, par exemple. Oui, complètement. En fait, on m'a demandé de commenter ce film, donc je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, c'est assez frais dans ma tête. Et oui, effectivement, c'est très éloigné d'une séance BDSM. En fait, c'est des séances de sexe vanille un petit peu épicées, où d'un coup, on va se mettre un coup de cravache, mais c'est pas du tout des séances BDSM. Voilà. Et donc, du coup, pour un peu peut-être rentrer dans le vif, mais dans la mesure, qu'est-ce que c'est vraiment le BDSM? Du coup, si vous pouvez nous en parler. Oui, bah c'est très large, c'est hyper large. Ouais, j'imagine. Comment est-ce que ça se manifeste en fait? Quelle pratique par exemple vous faites le plus? Bon, forcément du coup il y a ce rapport de domination, cette dynamique de pouvoir, mais est-ce qu'il y a aussi certaines pratiques qui reviennent assez souvent mine de rien dans les sessions par exemple? Oui, alors ce qui revient le plus souvent, c'est les pratiques anales D'accord, et l'humiliation. d'accord. C'est toujours très cérébral. Donc que ce soit l'anal ou évidemment l'humiliation, c'est cérébral, mais oui, le fait en fait de mettre en place un scénario qui permette à l'autre de se sentir complètement humilié. Et par cette humiliation, il va lâcher prise, il va perdre pied et il va pouvoir lâcher prise et avoir un plaisir complètement inédit et complètement fou. C'est passionnant. J'ai une petite anecdote à raconter, je sais pas si Ah, c'est le vas-y. moment. Mais alors du coup, donc moi j'habite à Berlin et donc je fréquente des clubs où il y a aussi du coup beaucoup de parfois des esthétiques pardon fétiches, mais aussi beaucoup de personnes du coup qui pratiquent le BDSM, en particulier les rapports de domination. Et je me suis retrouvée à un moment donné donc au Kit Kat Club, donc voilà, une institution pour une vente d'esclaves qui était assez intéressant. Donc il y avait 15, je pense qu'il y avait entre 15 et 20 esclaves du coup qui proposaient leurs services. Et du coup, donc les acheteurs, enfin les personnes pouvaient se balader dans cette espèce de cave très sombre. Donc je sais pas si faut imaginer le Kit Kat, c'est un lieu où il y a aussi plein d'espace pour potentiellement jouer. Donc tu as des lits d'hôpitaux, beaucoup de jouets, etc. Bref. Et on voyait du coup, donc c'est les personnes qui proposaient leurs services, donc les esclaves à vendre, qui du coup, voilà, avaient une sorte de torche dans leur bouche et montraient du coup sur une feuille les services qu'ils voulaient proposer. Et ça pouvait aller de faire un massage à voilà, juste passer du temps ensemble à, du coup, aller, servir de table, faire ce genre de choses et aller plus dans l'objectification. C'était super intéressant. Et moi, ce qui m'avait je me souviens que j'avais été je suis pas très habituée au milieu en tant que, on va dire, participante, quoi. Et j'ai une amie à moi qui a été, qui participait, qui a été vendue et j'ai aussi observé, des hommes qui voulaient qui voulaient être vendus et qui l'étaient pour un prix très, très bas, mais pour 50 centimes. Ok, d'accord. Et moi, du coup j'étais là: «Oh là là!» je le prenais et je ressentais ça dans mes tripes. Je me disais: «Oh, c'est horrible, Ouais. blablabla» et en fait, non, ça fait partie du kink. Ouais. C'était ça, c'est: «Ah non, non, mais le but, c'est de n'être rien. Ah oui, C'est de ne complètement, ouais. valoir rien». Et puis, je pense parce que nous, on projette, Ouais, bien sûr. on projette, nous aussi, une sorte d'imaginaire. On a l'impression que c'est beaucoup de souffrance, alors que c'est beaucoup d'échanges, que c'est justement, ça fait partie du plaisir.
Ouais, c'est ça. que les gens ressentent, enfin de se sentir vraiment. Et c'est allé vraiment au bout du kink, en fait. Moi, C'était j'aurais vraiment... On mais sait vraiment, pas. c'était hyper... pour moi, c'était vraiment... ouais, que les gens me disent « Ah non, non, mais ça fait partie du kink, en fait, ça les fait kiffer, en fait, cette idée de je vaux rien. » Et ça m'a vraiment ouvert... ça m'a grave ouvert l'esprit, quoi. Parce qu'au début, j'étais juste là « Oh non, mais please, je renchéris Au moins 50 €. Et toi, ils adoraient justement comment tu l'expliques quand t'en parles justement avec tes clients ou tes clientes ou tes soumis et soumises. Parce que j'imagine que vous en discutez avant. Comment quand vous avez des discussions, ils t'expliquent justement le rapport à cette soumission. Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça leur procure? C'est hyper libérateur. Aujourd'hui, on est dans une société avec tellement d'injonctions à être le meilleur, tellement d'injonctions à être comme ci ou comme ça, à paraître chez les femmes et chez les hommes, en fait, qui n'ont pas les mêmes injonctions d'ailleurs. Donc, en fait, à un moment, vouloir juste n'être rien, n'être qu'une merde, eh ben, c'est presque grisant, ça fait envie, en fait. Pour une fois qu'on me demande pas de performer, d'être le meilleur, d'être le plus fort. Donc si, bien sûr, ça permet de lâcher prise. Là, pendant 3 heures, je suis rien. Je suis tellement rien que je vais faire des choses les choses les plus dégradantes possibles. Je suis tellement rien que cette femme-là, ce sera ma déesse et que je ferai tout pour elle. C'est juste une manière de débrancher son cerveau, quoi. Et même pour aller un peu plus profond quand même, qu'est-ce que c'est, par exemple, vous nous avez parlé un peu d'humiliation. Comment ça peut, parce que moi, partant d'un postulat où je ne sais pas du tout ce que c'est un scénario, qu'est-ce que ça peut être, par exemple, de manière un peu concrète? Ça peut être, par exemple, t'es tellement rien, t'es tellement une merde que tu vas bouffer ce qu'il y a dans ma poubelle de salle de bain. Et tu vas adorer ça. Non seulement tu vas adorer ça, mais parce que c'est un privilège. Donc tu vas prendre ça comme du caviar, et puis je vais te pisser dessus et ma pisse, ce sera le meilleur champagne que t'aies jamais bu. Champagne, ciao. Voilà, ce genre de choses. Après, je sais pas, c'est tellement vaste. Je réfléchis à d'autres choses qu'il puisse y avoir, mais T'as les jeux d'impact, ce genre de choses, est-ce que ça revient assez souvent? alors les jeux d'impact, oui, un petit peu. Quoique, en France, je trouve que les soumis français sont pas très branchés, sont moins branchés douleur que les soumis allemands. Oh, c'est marrant ça. Non, ça m'étonne pas du tout. Ah ouais, ah mais du coup, vous avez aussi des soumis de plusieurs, Oui. pays? Ah! Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui voyagent pour vous voir Oui, il y a des gens qui voyagent, ouais. Ah ouais, incroyable. Et du coup, on peut voir différentes pratiques qui sont plus appréciées en France, en Allemagne. Oui, Ouais. ouais, complètement, ouais. Donc les Allemands, effectivement, ils sont beaucoup plus dans le full latex, le gros rubber, etc. et la douleur. Oui, donc tu as des préférences un peu par pays. Est-ce que tu as quand même des choses qui reviennent chez des soumis ou des soumises qui t'ont marqué? Ouais, bien sûr. Du medical play, par exemple. Medical play. Attends, est-ce que tu as des petits clous? Des petits clous? Des indices en anglais. Ah, des clous. Des clous. De l'accent français, je t'ai Oui. des clous, mais pourquoi elle me parle de Monsieur Bricolage? La meuf a aucun sens. Est-ce que ça te donne un petit indice ou pas? Le medical play, Ouais. j'imagine tu joues au docteur, mais sauf qu'on utilise des vrais instruments de docteur, quoi, qui fait mal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu utilises des spéculums, des aiguilles, des sutures, Ah bah voilà. C'est ça qui fait des bobo. sondes urétrales. Des sons du... Wow! Ouais. Ok. Mais c'est qu'il y a vraiment aussi, c'est BDSM, c'est vraiment un univers aussi qui est aussi dans la souffrance. Et la souffrance est vraiment Oui. le moteur quand même de ces séances, mais qui apporte du plaisir. Oui, Comment voilà, on peut- c'est toujours une souffrance couronnée de plaisir. Mais bien sûr, c'est des pratiques qui sont dangereuses, qui ne sont pas réservées à tout le monde et pour lesquelles j'ai été formée pendant longtemps. Ça prend du temps de devenir dominatrice. Donc, par exemple, le medical play, j'ai été formée par des médecins pour utiliser des sondes
Puis c'est pas des sondes. Il y a des vraies sondes médicales. Il y a aussi des sondes qui font la largeur de mon pouce, par exemple. Et cette J'ai longueur-là, pas de pénis et pourtant je suis là. qui peuvent faire 1 mètre de long. Oh. Des aiguilles. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui va sous la peau, des crochets aussi. Donc Pour tout la ça, suspension, ce genre de choses. voilà, la suspension, le fait de suturer certaines parties du corps ensemble, Ouais, d'accord. le fait de coudre certaines choses sur le corps. Donc tout ça, forcément, c'est des pratiques qui sont dangereuses. Bien sûr. Et il faut les maîtriser pleinement. Bien sûr. Ouais. Et comment, justement, pendant la séance, parce que c'est quand même des pratiques qui sont assez extrêmes, on sait où et quand est la limite? Parce que peut-être que ça fait partie aussi, par moment, de votre dialogue ou de ce que vous avez établi avec votre soumis. Mais comment est-ce que vous savez qu'il prend du plaisir dans quand même quelque chose qui est assez intense? J'imagine le crochet, Oui. le crochet, c'est quand même fort. Ouais, on est en communication permanente. Ça s'arrête jamais. Par la parole? Par la parole ou par des gestes, si jamais, par exemple, il est bâillonné ou quoi ou qu'est-ce, je m'arrange toujours pour qu'il puisse communiquer avec moi et arrêter si jamais ça va trop loin. Et ça arrive souvent, ça, que pendant une session, en fait, on atteigne les limites de ce qui est tolérable? Non, ça arrive pas très souvent, justement, en ayant parlé en amont. En général, le safe word sort très rarement. Donc, c'est vrai. Oui, il y a un safe J'allais word. pas dire le mythe du safe word, mais il y en a un souvent. Il y en a un, oui. Ok. Mm. Et est-ce qu'il y a peut-être une séance qui vous a particulièrement marqué ou une anecdote que vous vouliez bien nous partager? Oui, alors, par exemple, moi, j'ai été particulièrement touchée par un couple qui est venu me voir, parce que je fais du coaching de couple aussi, qui était, ils se sont confiés à moi, ils m'ont confié qu'ils étaient au bord de la séparation et qu'ils avaient besoin d'un nouveau départ, etc. Et j'ai travaillé avec eux sur plusieurs séances en coaching. Et Mais lié autour du BDSM, bien le sûr, coaching? oui, bien sûr. Parce que donc, Oui. un couple qui vient, ok, on est au bord de la séparation et on veut, à Ouais. travers le kink, retrouver C'est ça, l'intimité. exactement. Ils ne savaient pas comment s'y prendre ou c'est parce qu'ils exactement. savaient plus. Mais ils sentaient que ça leur plaisait ou c'était Ils de la curiosité ils sentaient qu'il y avait quelque chose à explorer là-dedans, de la part de l'un comme de l'autre, mais ils ne savaient pas comment faire. Déjà, la démarche, elle est dingue, Ouais, quoi. d'y aller en couple Ouais. et ensuite d'aller... C'est assez courant, j'ai beaucoup ouais, de couples. Ouais, je ok. reçois beaucoup de couples. Ah Et donc, du coup, ouais. par le prise de l'apprentissage avec vous de pratique, Oui, j'ai formé la femme à adopter une posture de dominatrice parce que elle voulait incarner ça, plus ça avec son mari. Et justement, en fait, la balance allait pas dans leur couple, elle se sentait trop soumise et lui déplorait le fait qu'elle soit pas assez là dans leur couple, pas assez présente. Ouais, alors ça, petit coup de gueule, honnêtement. Je tiens à le dire. Parce que je trouve, j'ai entendu beaucoup ça, en fait, dans les couples hétéros autour de moi, de dire, ouais, c'est chiant parce qu'en fait, la meuf n'arrive pas à prendre la position, du coup, de plus de la posture de pouvoir, à être en domination, etc. Mais c'est hyper dur, en fait, quand tu Ouais. penses dans une société où on nous apprend, où les stéréotypes de genre sont hyper Je suis présents. complètement d'accord. Et on est tout le temps dans une position où on nous apprend à être soumise, tu vois. ouais, Donc Par bon, moment, en plus, tu as l'impression qu'en jouant la dominante, moi, je joue un rôle bah où je ouais. rentre dans une posture où j'ai l'impression de jouer, mais qu'il y a quelque chose de pas naturel. Enfin, Bah comme ouais. une sorte de mise en jeu où je vais jouer la dominante. Je sais pas Bah comment ouais, dire, c'est mais que c'est clair. pas forcément naturel. Ouais. Donc voilà, donc je trouve que franchement, c'est gonflé, parce que c'est dur. C'est Voilà. gonflé. Non, mais Et donc on a des complètement. professionnels, c'est bien aussi. Complètement. Et en tout cas, ce couple m'a beaucoup touchée parce que là, ça fait plus d'1 an qu'on se connaît et maintenant, ça va super bien entre eux. Et ouais, ça les a vraiment ressoudés. de couple. J'étais principalement en contact avec la femme qui m'a dit qu'elle avait vraiment repris confiance en elle et que ça avait changé sa vie. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et du coup, dans les sessions, Ouais. oh là là, j'en peux plus, je Dis-moi. pose plein de questions. Dans les sessions pour apprendre pour lui apprendre à adopter cette posture de domina, c'était quoi je vais pas révéler les secrets du coaching, mais c'était quoi, par exemple, le conseil de base pour adopter cette posture? Bah déjà, c'est être soi-même parce qu'on a l'impression que pour être dominatrice, il faut être méchante, avoir une grande gueule, avoir un très très fort caractère, crier très fort, etc. Moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis quelqu'un plutôt de timide dans la vie de tous les jours. Il faut il faut garder son énergie, c'est très important. Et en fait, on peut avoir de l'autorité en étant soi-même, en étant douce, tout le monde peut avoir de l'autorité, en fait. C'est ça. Ah, j'adore. Et sans dévoiler l'identité quand même de vos soumis ou soumises,
Qui sait? Enfin, est-ce que c'est plutôt des personnes, parce qu'on a toujours un peu l'image des un peu mecs plus âgés, mais en fait, j'ai l'impression que pas du tout. Pas du tout. C'est tout le monde. Ouais. Ouais. Le soumis, ceux qui pratiquent le BDSM, c'est monsieur, madame, tout le monde. Tous les âges, tous les métiers, toutes les classes sociales. Tout le monde fait du BDSM. Et est-ce qu'on peut en vivre d'être domina maintenant? Bien sûr. Ouais. C'est pas facile. Les places sont chères, mais oui, on peut en vivre. Ouais. Et est-ce que vous vous retrouvez parfois entre domina et avec vos soumis ou vos soumises, par exemple, pour, je Une sais garden pas... party. Bah oui, non, mais c'est vrai que... Complètement, oui, oui. Bah ouais, je sais pas. Bah oui, d'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai organisé un thé entre dominatrices parce qu'on peut très vite se sentir isolé. Ouais. Et donc, oui, on se retrouve régulièrement entre collègues pour échanger. Il y a peu de rivalité, il y a surtout beaucoup de sororité. Ça, c'est chouette. C'est hyper enrichissant aussi. On partage nos kinks, on partage ce qui nous fait plaisir. Voilà, ouais, bien sûr. On se retrouve entre collègues aussi. Oh, le thé entre domina. C'est Et clair. du coup, vous Et- étiez sapés en... Ouais, on était sapés. Est-ce qu'il y avait vos soumis et soumises ou pas du tout? Non, Non. non, ils nous laissent tranquilles. Là, c'est juste entre nous. Et je sais, ça va peut-être être la question un peu, mais au niveau des sentiments, quand vous nous parliez avec des soumis, c'est des sentiments qui sont particuliers, qui sont uniques, mais qui sont aussi de l'ordre, même si je déteste globaliser, mais de l'amour. Comment vous définissez votre rapport avec votre soumis ou vos soumises? Alors, je pense qu'avec certains soumis, ouais, c'est de l'ordre d'une forme d'amour. Oui, c'est vrai. C'est tellement fort ce qu'on échange. Je veux dire, vous imaginez, vous mettez tout entre les mains d'une personne. Vous lui dites vos plus sombres secrets. Quand je joue avec quelqu'un, je l'humilie jusqu'à la moelle, quoi. Enfin, c'est vraiment, tous les murs tombent. Sinon, la séance ne marche pas. Donc, en fait, je vais toucher à toutes leurs faiblesses. Et donc, il faut avoir une énorme confiance en moi pour me mettre ça entre les mains. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que vous connaissez leurs secrets, donc vous savez où appuyer, où ça fait mal, en fait? Bien sûr. Ouais, donc il y a des conversations avant. Par exemple, Bien sûr. mon père m'a jamais aimé, et du coup, c'est ça, quoi. Ouais, c'est pour ça que je passe un petit peu de temps à Ouais, bien parler sûr. avec eux avant. Puis forcément, je connais pas tout dès la première séance, mais Ouais, il y a des soumis que je vois depuis des années, et bien sûr, ouais, ouais. bien sûr. Est-ce que parfois les séances, elles marchent pas? Il n'y a pas de Ouais, vibe? Ouais, parfois Et- ça marche pas. Ah ouais. ouais? Est-ce que parfois, par exemple, là, que vous perdez un peu le pied ou la posture, est-ce que parfois le mythe s'arrête? Vous avez arrêté une séance? Alors oui, ça m'est arrivé parfois de n'avoir aucun feeling avec le soumis, mais Parce que il n'y a vraiment. rien qui revient, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Mais ça, c'était des erreurs plus que je faisais au début, où en fait, je prenais des gens qui venaient que consommer, justement. Ah ouais. Qui venaient là, Mm. qui s'allongeaient, et que j'allais, allez-y, faites-moi vivre le meilleur moment de ma vie. Et non, ça marche pas, en fait. C'est comme Un le échange. sexe. Ouais. Une partie de sexe, pour que ce soit bien, il faut que les deux s'y mettent, quoi. Mais s'il y a une cage, du coup, il y aura jamais, enfin, il y a jamais de jouissance. Enfin, ça se finit. C'est moi qui décide. D'accord. Mais en tout cas, la jouissance n'est pas le Ouais. but de la séance, pas du tout. D'ailleurs, il y a des jouissances bien plus fortes dans la tête qu'en éjaculation. Mhm. Et est-ce que vous avez déjà, en petite question curiosité, laissé une cage de chasteté plus de la durée de la séance? Ah oui, bien sûr. Ce mois-là, ça tombe bien qu'on en parle. C'est le Locktober. Ça veut dire... Ouais. Le Locktober, ça veut dire que tous les ans, le mois d'octobre, les soumis sont encagés. Tout le mois? Tout le mois. Après, le Inktober, c'est le lock... Ah, j'adore. Et du coup, donc ils urinent à travers le... À travers la cage, ouais. D'accord. D'accord. Ouais, ils Et peuvent c'est la un garder, mois? C'est un mois, ouais. Et comment... Waouh. Et du coup, est-ce que vous leur demandez de manière extérieure comment... Enfin, du coup, ils la gardent, mais j'imagine que c'est secret. Enfin, en plus, il y a une intimité très forte, parce que vous êtes la seule à savoir qui la porte. Ouais, je garde la clé de la cage. Et il la porte tout le temps, à la piscine, au boulot, au sport, Mais dîner ça de se voit famille. quand même, j'imagine. C'est pas mon problème. Ça s'appelle le Linktober. L'october. Le Locktober. Locktober, ouais. L'october. Et puis, je les tease pour que ce soit encore plus difficile. Donc, ils ont plein de petits défis à relever, les miens. Par exemple. Par exemple, Orava, qui est aussi mon mari, hein.
Je lui mets une cage totalement plate, donc ça veut dire que son sexe disparaît totalement dans la cage. Oui, c'est possible, je sais que c'est bizarre, mais c'est... Ouais. Ouais, et sur cette cage plate, je mets un god, je fige un god. Et en fait, moi, je suis pas en l'october, moi, j'ai envie de jouir, moi, j'ai envie d'avoir du plaisir. Donc, en fait... j'imagine. Ah, donc, donc en vous mettez... Bah oui. Ouais, en fait, il me baise avec le god, mais lui n'a aucun plaisir puisque sa cage est encagée derrière le god, en fait. Oh là là. Wow. C'est mécanique, Il hein, me quand même, fait- comment vous nous décrivez. Parce que là, on est C'est sur- tout un truc, quoi. Ok, alors ça, c'est canon, quoi. Et, Waouh. mais à la fin du mois, c'est la Explosion. libération quand même. Oui, Ou oui. pas, ou ça peut... Bah, je peux décider de faire plus si je veux, c'est moi qui décide. Mais oui, normalement, au bout d'un moment, il y a libération. L'orgasme après un mois de... C'est plus legging, là, c'est de l'orgasme denial. Je sais pas ce qui... C'est oufissime. Et du coup, j'ai cru comprendre, vous nous avez dit que Oravio, c'était aussi votre mari. Oui. Ouais. Donc, la différence entre soumis et mari, parfois, où est-ce qu'elle se trouve? Alors pour nous, ça se fait de manière assez fluide. On a des moments complètement vanille, en fait, où on n'est pas du tout BDSM. Il y a plein de moments où on couche ensemble le samedi soir à 8h avec un vieux missionnaire et c'est très bien. Voilà. On en a besoin. Ouais, tout à fait. Et on ne fatigue pas. Tout à fait, c'est ça. Et puis après, on a des moments de domination où effectivement on switch. En général, c'est plutôt moi qui donne le ton. Où je vais switcher de sa femme à sa maîtresse. Mhm. Ça peut être pendant des séances prévues. Ça peut être aussi pendant des moments, par exemple au restaurant. Alors moi, j'adore l'humiliation publique. J'ai un côté très exhibe et j'adore être vue en tant que dominatrice, etc., que les gens se posent des questions. Et au restaurant, j'adore, par exemple, je choisis sa nourriture. Je crache dans sa nourriture. Oh. Je lui fais faire des choses. Et en que les gens général. voient aussi, du coup, que vous avez fait ça. Oui, j'aime bien aussi ça. Bon, des restaurants où il n'y a pas d'enfants, où il n'y a pas de... Voilà. J'urine dans son verre et il boit mon urine pendant qu'on est au restaurant. Et c'est quoi, du coup, le regard, j'imagine, des gens qui sont autour? Enfin, c'est quoi ce que vous percevez comme... Oh, bah, il y a souvent des regards un peu amusés. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, j'ai pas eu de réflexion, j'ai pas eu de remarques choquées, non, jamais. Non, mais en fait, d'imaginer la dichotomie entre on rentre à la maison et on est nous sortant du travail, je sais pas. Et après, du coup, Oravio qui, j'imagine, met son collier, vous rejoint. Enfin, ça doit être, c'est comme si vous avez, enfin, comme le lasso, comme vous nous avez raconté tout à l'heure, double identité et Le un fouet, peu, oui. ouais, le fouet et un peu ce côté double vie, quoi. En fait, ça fait vraiment partie de notre couple. On s'est connus comme ça. On s'est pas connus en mode vanille, en soirée ou sur Tinder et c'est venu après. Non, en fait, il m'a contactée en tant que dominatrice. Donc, en fait, d'emblée, notre couple a grandi là-dessus. Ah, ça devait être passionnant, ça. J'imagine que je vais pas trop rentrer dans les détails de votre intimité, mais de commencer avec un rapport de pouvoir très strict, avec des codes très clairs, et puis finalement que la ligne se floute, en Ouais, fait. c'est ça. Et puis de se rendre compte qu'en fait, les sentiments amoureux qui vont au-delà, ça a dû être peut-être compliqué à gérer, non? En plus, c'est une professionnelle, etc. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que je pensais en faire mon soumis en appartenance. Mm. Et non, en fait, il a très bien réagi dès la seconde fois. Il m'a dit, par contre, je sens que je tombe amoureux de vous. Et donc, si vous voulez qu'on se revoie, il va falloir qu'on soit en couple, parce que sinon, je préfère qu'on se revoie pas, parce que sinon, je sais que je vais souffrir. Waouh, un soumis qui pose un peu des conditions, Ouais, c'est nouveau, mais- ça. C'est clair. Mais quelque part, j'ai trouvé ça très courageux de sa part. Bien sûr. Il est plus jeune que moi. Et je trouve qu'il y a tellement d'hommes aussi qui sont pas prêts à s'engager, qui savent pas poser leurs limites, qui sont... Enfin, j'ai trouvé ça très, très sain, finalement, de sa Ouais. part, de me dire ça, quoi. Voilà. Carrément, ouais. Et je sais pas, en plus, moi, je suis plutôt lesbienne, en fait. Donc, mais je sais pas, j'ai senti un truc, je me suis dit, celui-là, il est pas comme les autres. Il y a un truc canon chez lui. Il y a un Ouais. truc canon, faut que je creuse. Est-ce qu'il est jaloux? Pas du tout. Pas du tout. Il est hyper fier de moi. Il est toujours... il me supporte à mort. Non.
C'est vraiment... je ne serais pas au niveau auquel je suis sans lui. Vraiment. C'est un soutien énorme. Non, et quand là, vous me dites niveau, est-ce que il y a encore des niveaux pour vous que vous pouvez, vers lesquels vous pouvez tendre encore? Bien sûr, je sais pas, toujours voyager plus, découvrir aussi plus de collègues à travers le monde, plus échanger, découvrir de nouvelles pratiques, aller plus loin dans les pratiques. J'ai aussi à cœur de montrer que le BDSM, c'est pas un truc de taré, parce que c'est souvent ce qu'on dit de nous, malheureusement. Donc j'aimerais bien, moi, pouvoir en parler peut-être sur des grands plateaux télé ou sur une grande radio ou voilà, des choses à très très grand public en fait, parce que je pense qu'il faut que ce soit aussi un petit peu alors pas démystifié, parce que je pense qu'il faut que les gens comprennent que c'est pas réservé à tout le monde, mais c'est impératif que les gens comprennent que c'est pas quelque chose pour les tarés en fait. Et surtout qu'il y a tellement de gens qui le ouais. pratiquent, que ce soit d'une version un peu plus soft à des versions avancées comme avec vous, quoi. Il y a tellement de gens qui finalement sont intéressés par ça, quoi. Oui, et puis il y a tellement de gens. Enfin, je veux dire, de toute façon, notre société est basée complètement rapports de domination. sur des rapports de domination. Nous, on va juste l'expliciter et le rendre plus safe, finalement. Parce que nous, on peut toujours dire stop. Ouais. Oh, j'adore, c'est le mot de la fin là, pour cette interview, c'était fascinant. Ouais. Alors du coup, on va passer à nos capsules. Oui. On a plusieurs petites choses qu'on a envie d'expérimenter avec vous, maîtresse Isadora. Alors, on va commencer par un moment astro. Oui. Qui est petite capsule astrologie. Donc, on a demandé à AstroKiff de nous rédiger, voilà, de nous parler en fait. Enfin, en gros, ce que maîtresse Isadora lui inspirait. Et elle a décidé de parler de la place de la femme dans la société avec, à travers le temps et en rapport avec les astres. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a avec nous maîtresse Isadora qui parle de sexe, d'intimité, de rapports de domination de façon tellement libérée, tellement ouverte, tellement franche et honnête. Mais on se dit, OK, d'où on vient ? Voilà. C'est un peu ça l'idée. Donc, on va écouter ça ensemble et puis on réagira ensuite. Bonjour à tous, c'est AstroKiff et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'évolution du rapport au sexe dans la société depuis le siècle dernier. Comment maintenant est-ce qu'on est arrivé à avoir le témoignage d'Isadora ? Comment est-ce que maintenant des femmes peuvent parler avec autant de liberté alors qu'on vient, j'ai l'impression, d'un petit peu loin quand même. Donc pour faire ça, j'aimerais bien observer les transits de Pluton sur le siècle dernier. Pluton, c'est la planète qui régit le pouvoir en lien avec la sexualité aussi. Les phases que Pluton a traversées pendant le siècle dernier vont nous en dire beaucoup sur les phases que les femmes ont traversées aussi par rapport à la sexualité et la société. Pluton, c'est une planète qui est relativement lente, enfin même très très lente, puisqu'elle met 248 ans à faire le tour du Soleil. Donc forcément, les phases qu'elle va traverser ne seront pas des phases de 2 jours et demi comme la Lune, hein. Ça va prendre plusieurs années. Donc pendant ces phases-là, il y a un climat qui va s'installer à chaque fois, et c'est ça que je voudrais regarder. Donc on va commencer par le début du siècle avec l'entrée de Pluton en Gémeaux, de 1905 à 1914. Donc pendant cette période-là, le Gémeaux a fait un petit peu parler de lui, puisque le Gémeaux, c'est le fait d'interchanger les choses. C'est les échanges, la communication. Pluton en Gémeaux, on a échangé le rôle des hommes et des femmes à ce moment-là. Donc les hommes partaient à la guerre et les femmes ont pris de plus en plus de place dans la société. Il n'y a pas eu de grands changements en rapport avec la sexualité des femmes. Cependant, leur rôle dans la société a été plus marqué à partir de cette période-là. De 1914 à 1939, Pluton est entré en Cancer. Le Cancer, c'est le signe qui est régi par la Lune. La Lune, c'est la femme, la mère. À ce moment-là, forcément, parce que Pluton a touché le Cancer et donc par extension a été en lien avec la Lune puisqu'ils sont rattachés, les femmes ont pris encore plus de pouvoir à ce moment-là, dans un cadre un petit peu différent, puisque ça a été l'essor du féminisme à ce moment-là. Et là, la sexualité chez la femme a un petit peu commencé à se débrider. On a vu les années 20, les années folles, ça a commencé un petit peu à boum 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 dans tous les sens, et c'était assez sympa, jusqu'à ce que Pluton arrive en Lion. Donc, de 1939 à 1956, Pluton était en Lion. Le Lion appartient
au soleil. Le soleil représente techniquement l'homme, le père, tout ça. Donc globalement, le pouvoir a été un petit peu rendu aux hommes à cette période-là. Avec la Seconde Guerre mondiale, les femmes sont revenues un petit peu en retrait. Donc voilà, période un petit peu de restriction pour les femmes, mais ça a encouragé la révolution sexuelle qui est arrivée dans les années 60. Donc Pluton a ensuite transité dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est un signe de médecine, techniquement. La Vierge, c'est un signe de soin, c'est un signe de... Alors c'est d'ailleurs la période où on a commencé à lutter pour la contraception, à faire un peu plus attention à tout ça. Donc de ce côté-là, ça a aidé globalement les femmes pour un petit peu en arriver où on en est aujourd'hui, mais on n'y était pas encore, hein, c'était assez pudique sur ce plan-là. Mais ça a été le début, en fait, de l'émancipation des femmes sur le plan de leur sexualité. De 72 à 84, Pluton est arrivé en Balance. La Balance, c'est le signe de la justice. Donc on a commencé à travailler sur l'égalité des sexes à ce moment-là. Et ça s'est beaucoup senti. Donc de 72 à 84, c'était l'émergence finalement du féminisme et de la volonté de créer une égalité des sexes. Alors pourquoi la Balance, c'est un signe qui est apparenté à la notion de justice et d'équité. À partir de cette période-là, on a commencé à ressentir un petit peu ces vibrations-là. Là où ça s'est un petit peu corsé, c'était quand Pluton est arrivé en Scorpion. Alors, le Scorpion, c'est le signe des vices, des secrets, des choses qu'on a cachées sous le tapis et qu'on le ressort. Donc, à cette période-là, bon, les femmes continuent à lutter pour leur liberté sexuelle, etc. Mais on a tous les cas de VIH et tout ça qui commencent un petit peu à émerger. Donc tout ce qu'on a en fait voulu taire et mettre sous le tapis pendant finalement tout le siècle sont ressortis à cette période-là de manière très 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 violente. Et ça, c'est la force du Scorpion. Donc avec le signe du Scorpion, tout ce qui a été laissé sous le tapis a émergé à nouveau à cette période-là. Ensuite, Pluton a transité en Sagittaire. De 95 à 2008, l'information est passée plus rapidement, l'information a traversé les frontières. C'est l'effet du Sagittaire. Le Sagittaire franchit les frontières. Donc avec Internet et tout ça, tout était un peu plus fluide de manière générale à partir de cette période-là. Même sur le plan politique, puisque le Sagittaire a un grand lien avec l'esprit politique de manière générale. Et là, on arrive, donc là tout fraîchement, avec Pluton qui est en Capricorne. Il est encore pour le moment jusqu'à 2024. Là, il va quitter le Capricorne pour entrer en Verseau. Et Pluton en Capricorne, ça a été l'émergence des mouvements MeToo. Donc en fait, le Capricorne, c'est quoi? Le Capricorne, c'est la volonté de mettre des règles sur les choses, de mettre des étiquettes et de mettre des mots. Donc il y a eu des prises de parole très, 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 très fortes qui ont été prises et surtout dans des sphères assez élevées. Et le Capricorne, c'est ça qui le régit généralement. Le Capricorne, c'est un petit peu le signe du haut du panier, la société, le pouvoir, qui est en charge, les grandes institutions. Donc Pluton en Capricorne, c'est ces parties-là, on va dire, du monde qui ont été impactées pour qu'ensuite, ça puisse avoir des effets sur un petit peu plus tout le monde. Donc on verra ce que ça va donner quand ça va rentrer en Verseau, mais à mon avis, ça va être sympa. Ok, bah merci Astrokif. Le Capricorne comme combattant, moi j'adore. J'ai toujours le seum parce qu'on parle pas assez des poissons. Ah bon? Bah, on peut pas parler des poissons là, Mais si. peut-être parce que tu serais poisson, c'est pour ça. Mais oui. Qu'est-ce que vous êtes, maîtresse Théodora? Lion. Bah c'est tiens. notre ascendant aussi. Ah, bah, ça, J'allais dire- bizarrement, ça m'étonne pas. Ouais, j'allais dire lion ou scorpion parce qu'il paraît que scorpion Ouais, c'est le du sexe incarné. Oui. On en apprend des choses avec Astrokif. Et en ascendant, par curiosité? Je crois que je suis taureau. Ah bah, bah, tiens, dis donc. ça ne m'étonne pas. J'aime bien, on a écouté Astrokif pendant quelques épisodes et on s'invente. Mais bien sûr, on est là, ah bah tiens, je le savais. On n'est pas du tout, toi tu es beaucoup trop Verseau. Hein. On arrive dans la section Femtasy à tester et comme d'habitude, Camille nous a fait faire des dingueries. Et oui, le Femtasy à tester, c'est le moment où en diguant sur les internets, je me suis rendu compte qu'il y avait une tripotée de petites pratiques méconnues, mais aussi des fantasmes qui revenaient en masse. Et vu que l'on a la chance d'avoir des invités de choix, pourquoi ne pas les faire tester? Et pour notre queen du fouet, on la change totalement d'ambiance et de pays, s'il vous plaît, au Japon. Alors, le nematori consiste à manger des sashimi ou des sushis présentés sur le corps d'une femme nue. Bon, on a tous la référence ou pas hein, de Samantha dans Sex and the City qui se laisse complètement planter. C'était le Mais film ou la série, ça? c'est la série, c'est le premier épisode où elle attend toute seule avec ses sushis sur le corps et personne ne vient. Et j'avais envie qu'on se mette un peu au défi et qu'on teste cette pratique. Donc, je suis très curieuse d'avoir votre retour. Qui se lance? Je me lance, ça y est. Alors, petite note sur 10. Donc, moi, j'y ai mis, honnêtement, un 4 sur 10. Pas ouf, hein.
Alors, je me suis... ouais, en fait, je me suis juste tapé des barres, quoi. Enfin, c'est pas trop mon kiff, déjà, d'être passive. De un. D'être deux, en présentation, non. Et puis, en plus, de faire ça avec un partenaire. Enfin, on n'a pas du tout l'habitude de faire ce genre de truc. J'adore la bouffe, j'adore le sexe, mais les deux ensemble, bof. Pourtant, c'est très lié. Hein. Oui, ben, le côté sensuel et jouissif, d'accord. Mais là, franchement, pas ma cam. Mettre de la sauce soja dans le nombril, moi, ça m'a juste fait mourir de rire. Ah non, mais franchement, c'était pas possible. Et du coup, si tu sors... Je trouve que si tu sors du kink, en fait, il y a vraiment le côté juste un peu silly, un peu ridicule, un peu c'est la kermesse, tu vois. Et du coup, il y avait plus du côté sexuel, mais il y a eu la bonne marade, le bon moment de complicité, mais sexo, très peu. Ça n'a même pas enchaîné sur du sexe en plus. Hein. Non, moi non plus. Donc, en vrai, 4 sur 10, je pense que c'est généreux. Isadora. Mais alors, moi, j'avais compris qu'en fait, on ne devait pas... Enfin, parce que moi, je l'ai fait sur une personne. Oui, voilà. Mais Alors, je c'est pense vrai que que les deux peuvent être d'accord. comprises. On inverse. Ok. Ce qui finalement fait sens, je dirais. Oui. Bah, parce que moi, du coup, je l'ai fait avec ma soumise. Donc, je l'ai attachée nue sais, en forme de stylé. table. Donc, Ah oui, ok, donc c'est le lol. On a peut-être mal compris le sujet. J'adore. Trop bien. donc, en fait, elle était sur les coudes et sur les genoux avec les membres complètement ficelés. Donc, en fait, c'était une table humaine. Et j'ai disposé des sushis sur son corps et j'ai mangé, du coup, sur son corps. Ah, mais ça, tout de suite, c'est canon. Bah voilà. En Voilà, fait, c'est le qu'on a mal talent de- compris la pratique. Et Voilà. alors, du coup, verdict. Ah, moi, j'aime bien, mais j'ai plutôt l'habitude d'utiliser mes soumis comme meubles ou comme... donc, oui, j'aime bien. Donc, oui. Et elle, est-ce qu'elle a aimé? Oui. Ouais. Oui. De toute façon, du moment qu'elle me sert, Bon. elle aime bien. Mais du coup, vous avez pu manger tranquille, enfin, comme Oui, ça. elle se Oh. tait, elle me dérange pas. Et je mange. Voilà. Et je me permets de rebondir, du coup, ça arrive souvent que vos soumis vous servent aussi de meubles. Oui. Ouais. Ouais, de siège en soirée. Très important d'avoir un soumis-siège. En soirée. Bien sûr, surtout Ouais, quand ça on a toujours des talons vertigineux, très peu de place en soirée pour s'asseoir, bien on sûr. sait. Hein. Ouais, clairement. Et est-ce que dans la rue, du coup, il y en a qui acceptent de faire siège de rue? Oui, j'ai fait dans le métro aussi. Oh là là, exceptionnel. Ouais, franchement, c'est le bon plan. Quoi. Franchement, je rêve de vous croiser dans le métro. Ouais, moi aussi, franchement. Bah, mais voilà, l'expérience tout de suite a beaucoup plus de pouvoir. Parce que moi, Ouais. c'était la même chose que toi, Lisa. En fait, pour le rire, j'ai 10 sur 10 parce que j'étais en fou rire. Déjà, ça ne tient pas. Enfin, je ne sais pas comment il faut être mis pour que ça tienne. Et ensuite, Mais attends, mais t'étais debout ou t'étais j'étais allongée. Non, j'ai pas essayé de me les coller. Du coup, comment ça fait pour tomber Mais parce que je sais pas, apparemment, mon ventre. En fait, j'ai volé tellement. Ah oui, voilà. Que le truc tombait, donc du coup, fallait remettre, donc du coup, ça a énervé mon partenaire, et du coup, en fait, on les remettait. Et en fait, il y a un moment, j'ai abandonné le combat en me disant qu'en fait, enfin voilà, bon, bah tout de suite, si je lui avais demandé de me servir de table, ça aurait été beaucoup plus sexuel. Bah, ouais. Mais là, ouais, ça a même pas enchaîné sur quelque chose de sexy. J'étais plus en mode, en plus, c'est pas agréable de sentir le poisson. Donc, Non, en fait, je me suis un peu lavée juste après. J'étais un Bah peu ouais. là en mode, j'avais faim. Donc, je l'ai regardé manger. J'étais encore plus énervée en mode, mais en plus, tu manges comme ça devant moi. Et ça a presque finir en dispute. Donc, pour moi, c'est genre 2, mais pour le 2 fou sur rire, 10. 2. Ok. Les fous rires 10. Bon, ben, désolée, Daniel, tu vois, ça n'a pas trop J'espère que marché. les prochains ratés seront meilleurs. Nickel. Merci, Camille. Alors, on a une dernière petite capsule, c'est la question de la communauté. Donc, quelqu'un a voulu vous demander, maîtresse Isadora, comment on demande bien le consentement et comment est-ce qu'on peut être sûr de l'avoir? Question un peu large, mais bon, voilà. Comment vous faites, vous, pour le consentement, pour être sûr que tout va bien? Alors, ça passe énormément par la discussion. Ouais. Dès que j'ai un doute, je préfère sortir de ma posture de domina et demander si ça va, si c'est OK, si je fais ça, Ah ouais, ok. plutôt que rester sur mon piédestal et peut-être louper quelque chose et Ouais. faire du mal à quelqu'un. Discussion, écoute, échange. Toujours se souvenir que le consentement n'est jamais est toujours renouvelable. En fait, on peut être OK sur un truc à un moment donné et plus du tout OK sur le même truc 2 heures plus tard, quoi. Donc, en fait, c'est important de constamment aussi checker avec son partenaire si c'est OK ou pas. Mhm. Ouais, ça, je trouve ça c'est hyper important que le consentement, c'est vraiment dans un cadre spatio-temporel, quoi. Oui. Et donc, vraiment, et même avec un partenaire qu'on a eu, enfin, quelqu'un avec qui on est depuis 20 ans,
tu veux changer de pratique, tu demandes quoi. Ouais. Et tu check-in. Ok, merci, c'était très clair. Donc, merci énormément, maîtresse Isadora. C'était Débauche, le podcast original Femtasy. Si vous souhaitez découvrir l'audio recommandé par notre invité, vous cliquez sur le lien en description de l'épisode. Et puis, tant qu'à faire, vous explorez gratuitement la plateforme avec plus de 300 audios canons. Merci beaucoup. On se retrouve pour un prochain épisode très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était que de m'assumer entièrement dans ma sexualité, que j'étais sur le mec et que j'avais l'impression que c'était moi qui le baisais et pas lui qui me pénétrait, mais que c'était moi qui le... Ouais. Tu vois ?